Coucou les girls and gays. Coucou Clotilde. Hello Richard. Comment tu vas? Super, merci de m'accueillir ici. Ben non, mais avec plaisir. Alors, Clotilde, peut-être que les gens vont se dire, mais qui est cette magnifique femme? Est-ce une influenceuse qu'on n'a pas encore découvert? Est-ce une actrice, une chanteuse? Bon alors, je n'ai pas encore d'actrice et de chanteuse dans mon podcast. Je chante très mal. Oh, moi aussi. Donc, qui es-tu? Eh ben, je suis Clotilde, je suis directrice de la communication pour des marques de maquillage. Ok, trop bien. Oui, aujourd'hui, on va parler des dessous de l'influence. En gros, on avait déjà beaucoup abordé un petit peu cet aspect avec Sana dans notre épisode de l'hypocrisie dans nos relations, notamment dans l'influence. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir cette fois-ci un peu le côté marque. Avec plaisir. Et du coup, d'en parler, je pense que ça peut toujours intéresser les personnes qui nous écoutent parce que ça reste un monde de strass et paillettes et où on voit que ce qu'on peut voir, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en backstage. Et on entend beaucoup le mot PR. Alors toi, c'est pas ton métier, parce qu'on a beaucoup parlé de PR, qui veut dire press relation. Non, c'est public relation, je crois, ou presse. Les deux marches, mais souvent on dit des RP ou des PR pour des personnes qui travaillent dans la communication. Okay. Et c'est un peu, voilà. On pourrait dire que je suis une PR aussi. Ok, et du coup, explique-nous en quoi consiste brièvement Mon métier aujourd'hui, mon métier, il est de garantir la réputation de nos marques, tu vois, auprès du grand public. Il est aussi, je suis là pour faire rayonner nos marques à l'extérieur, que ce soit aussi dans la presse, avec les créateurs de contenu, donc avec toi aussi, dans les médias, de faire rayonner nos causes, et tout ça dans un but d'amener de la visibilité pour nos lancements de produits et pour nos marques. Ok, oui, c'est vraiment la visibilité et une bonne image. Exactement, réputation, toujours. Ok, et en plus, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a une sacrée histoire avec Clotilde, on se connaît depuis pas mal de temps. Il y a vraiment une story time à raconter, parce que moi, je m'en souvenais pas, mais quand Clotilde on s'est revus il y a 1 an, je crois, parce qu'on s'est vus plusieurs fois dans nos vies, elle m'a dit, tu vas me raconter. Il y a une story time, parce que moi, à l'époque, vous savez, je bossais chez Sephora en magasin, dans la petite ville qui est Belfort, et on vient de la même région avec Clotilde, déjà, ce qui est déjà fou. C'est vrai. Et Eh bien oui, alors déjà c'est vrai, je viens aussi de l'Est de la France. Il y a 10 ans, je travaille dans l'automobile, le début de ma carrière dans la communication. Et là j'arrive chez Sephora, j'adorais déjà le maquillage, ça m'intéressait et j'entends quelqu'un derrière moi qui vendait absolument tous les produits à des personnes plus âgées aussi que moi et plus jeunes, en disant mais il faut que tu fasses ça et que tu l'utilises comme ça. Enfin, tu voyais les gens bien sûr. Et tu parlais d'une chaîne YouTube. Et à l'époque, YouTube c'était un peu les débuts, mais vraiment les débuts. Parce que ça c'était en 2014-2015. Ouais. Et je me retourne et je me dis, super, il va pouvoir me conseiller. Et je cherchais une palette de maquillage. Et là, tu m'as vendu ma première palette Urban Decay de maquillage. Et donc, pratiquement 9 ans après, je suis rentrée dans le groupe L'Oréal il y a 6 ans. Et je te croise et je me dis, mais je le connais, c'est pas possible. J'ai déjà vu cette personne. C'était vraiment une mémoire... toujours. Mais tu m'as marqué. Tu m'as vendu ma première palette de maquillage. Oui, c'est vrai. Mais demain, je croise... un vendeur dans un magasin 6 ans plus tard, mais... Ouais, mais tu savais tout vendre. Et tu parlais de ta chaîne YouTube et tu les redirigeais dessus en disant « je donne des conseils ». Enfin, personne ne faisait ça. Oui, c'est vrai. Ouais, personne. Oui, c'est vrai, c'est peut-être... Et 9 ans après, je te croise et je me dis « c'est pas possible, je le connais ». Et t'as fait le rapprochement tout de suite? J'ai fait le rapprochement quand t'as commencé à parler de Sephora. Et je me suis dit « ça peut pas être lui, enfin, il est ambassadeur Sephora ». Ah si, tu me dis « j'ai été vendeur chez Sephora à Belfort ». Mais impossible, improbable. Et si c'était toi? Donc 10 ans après, on se retrouve. C'est fou. Comme quoi, le monde est vraiment petit. Parce que c'est vrai qu'on s'était... Je sais pas si on s'était croisés quand tu bossais sur la marque Hills à l'époque. On avait dû se croiser rapidement, si peut-être. On s'était croisés et on s'est revus... nos chemins se sont recroisés il y a à peu près 1 an, je crois. Et ne se sont plus lâchés depuis. J'ai toujours ma palette. C'est vrai? Finesse, on aurait dû la ramener, vraiment l'objet collector. J'avoue. La palette Naked, c'est fou. Mais c'est vrai que j'ai toujours adoré... parler aux gens, les conseiller. Enfin, ce que je fais sur les réseaux aujourd'hui, je le faisais avant dans mon métier qui était... Et j'avais toujours... vu que moi, je crois aux produits, je pense que ça qui faisait que ça marchait et que les gens l'achetaient derrière. Mais c'était incroyable. Tu remplissais leur panier, quoi. Je pense que c'était meilleur vendeur de Sephora Belfort. Ouais, non, mais en vrai... Et on n'est même pas objectivé au...
Enfin, on n'a pas de... Si tu vends plus, t'es payé plus ou quoi chez Sephora. Enfin, en tout cas, à l'époque, ça n'existait pas. Mais c'est vrai que souvent, les pauvres dames, elles venaient avec pour un mascara, elles ressortaient avec une full face. Enfin, elle avait vraiment tous les produits. Mais parce que, ouais, je sais pas, j'avais vraiment ce côté passionné. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de moi. Donc, du coup, ok, ton métier, vraiment faire rayonner les marques et s'assurer aussi d'une certaine visibilité pour pouvoir aussi assurer des ventes derrière. C'est quand même le principal objectif. 3 points que tu adores dans ton métier. J'adore le relationnel, c'est hyper important pour moi, c'est hyper important dans notre métier. J'adore les marques pour lesquelles je travaille aujourd'hui. Je pense que c'est 3 marques de maquillage qui sont vraiment les meilleures marques aujourd'hui. Ok. Et qu'est-ce que j'adore? Et j'adore les créateurs de contenu avec lesquels on travaille. On a beaucoup de chance, on a créé des vraies stratégies aussi d'influence sur ces marques-là et on travaille qu'avec des gens qu'on adore. Ok, très intéressant tes 3 points, surtout le premier sur le fait d'aimer le relationnel, parce que c'est ce qu'on disait notamment avec Sana dans l'épisode qu'on a fait ensemble, c'est que malheureusement on a l'impression des fois nous quand du côté créateur, parce que vous êtes du côté marque, et c'est compliqué parce que on a quand même ce côté assez professionnel quand on s'adresse aux personnes des marques et on sait pas jusqu'où on peut aller, leur dire, leur faire des confidences et tout. C'est compliqué parce que des fois tu peux être perçu comme quelqu'un d'ingrat qui est pas satisfait de ce qu'il a et qui peut se plaindre de certaines choses. Mais en vrai c'est assez compliqué et donc du coup nous des fois on trouve qu'il y a justement le manque de connexion, de lien, de relationnel avec certaines marques et on a l'impression d'être juste considérés comme des panneaux publicitaires en mode il faut que je mette en avant ça, mais moi si, et puis après on n'a plus de son, plus d'image, plus rien. Et moi ce que je trouve et ce que j'adore avec toi, c'est que vraiment, c'est pas parce que tu es là, mais si parce que tu es là parce que je n'aurais pas invité n'importe qui. Je pense dans le monde de l'influence dans les marques, t'es vraiment dans mon top 3 de mes personnes préférées dans les marques, genre vraiment parce que en fait on ressent ce côté authentique. T'aimes, tu vas le dire, mais t'aimes pas, tu vas le dire aussi. Et moi, j'aime bien parce que les gens qui disent que j'aime, ouais, je comprends. Tu sens que ça peut vite être faux et puis, je sais pas, moi j'aime bien les vraies choses et tu entretiens les relations. Ouais. Et quand on te voit, t'es pas en mode ah Richard, trop bien, j'ai vu, tu m'as fait tel post sur Instagram, machin, il a fait tel like ou oh là là Richard, nanana. Enfin, je sais pas, tu t'intéresses à nous, je sais pas, des fois on fait des déjeuners où on parle même pas de travail et où on parle de notre vie perso. Et je trouve que c'est hyper appréciable. C'est un point hyper important parce que dans nos métiers, la frontière, elle peut être très mince. On rencontre énormément de personnes et après, il y a des personnes avec qui ça clique, tu vois. Et avec toi, forcément, ça a cliqué. Et en fait, on peut discuter de plein de choses. Alors, bien sûr, il y a parfois des gens qui quittent leur job et qui changent aussi. Donc, garder ce relationnel, il est important. Mais une fois que tu t'entends bien avec la personne, c'est comme dans ta vie perso ou dans ta vie professionnelle. C'est comme avec des collègues, finalement. Donc, bien sûr, nous, on a une relation aussi de travail. Et après, c'est une relation qui se construit et qui est ultra passionnante parce qu'on a des centres d'intérêt qui peuvent être communs. Et puis, il n'y a pas que les KPIs, il n'y a pas que est-ce que tu as posté, est-ce qu'il y a ça aussi, il y a comment toi tu vas. Et nous, on va travailler avec des personnes où on sait qu'on va partager les mêmes valeurs aussi. C'est pour ça que ça marche entre la marque et nous aussi, et toi. Et c'est comme ça qu'on pourra construire une belle histoire ensemble. Ouais, pour moi, c'est ce que je dis toujours, c'est l'humain, notre métier avant tout. Exactement. On a trop tendance et... malheureusement je trouve de plus en plus à l'oublier. Je trouve que c'est maintenant vraiment devenu une histoire de chiffres, de contrats, de stats, d'argent et je trouve qu'on perd de plus en plus le côté humain et des personnes un peu de la vieille comme avec Sana où ça fait très longtemps qu'on est là, je trouve que des fois on a ce côté où pour moi ça devrait même pas être un effort, on est 2 humains, on peut se parler. Moi quand je propose des fois des déjeuners ou ce genre de choses à des marques et on me dit ah non on n'a pas trop le temps, un mail c'est très bien, ou je dis mais oui ok c'est trop dommage parce qu'en fait c'est aussi comme ça que tu construis une relation et qu'on construit un partenariat. Et moi ce que j'adore et ce qui est hyper important c'est d'être hyper honnête. C'est en fait on va te proposer un produit en disant tiens on a ce nouveau lancement mascara, peut-être que on avait cette conversation avant, toi tu préfères les brosses en plastique, en polymère et moi je préférais les brosses à poils, ce qui est pas le cas, et en fait tu vas me dire non en fait ce mascara là ça marche pas pour moi parce que je préfère ces brosses là, et en fait c'est ok. Et c'est comme ça qu'on va nourrir une bonne relation aussi et que ça va être authentique autant pour la marque et aussi pour ta communauté, parce qu'il y a rien de pire que si tous les jours tu dis moi j'adore les brosses en plastique, tu utilises celle-ci, le résultat il est quand même vraiment pas dingue sur tes cils parce que c'est très subjectif d'une personne à l'autre, un mascara donne pas le même résultat, mais en fait c'est là où ça marche pas et ta communauté elle s'en rend compte et personne n'est authentique. Donc
l'authenticité, elle est au cœur de notre métier, ouais. Oui, et si on a cette proximité, on n'a pas besoin d'aller boire des cafés tous les dimanches ensemble, mais là où si on a cette relation de confiance et du coup, juste du relationnel tout simplement avec les personnes des marques, je pense qu'on sera aussi plus à l'aise pas à dire, parce que moi si on me propose un produit qui me plaît pas, je le dirais, mais je pense qu'on aura moins peur de brusquer et de vexer la personne derrière la marque en lui disant non, ton produit il me plaît pas, il est pas fait pour moi, donc je veux pas en parler. Je pense que des fois il y en a qui ont peur de dire ça parce qu'ils vont se dire la marque du coup elle voudra plus jamais me contacter, ou la marque elle va pas aimer que je dise que j'aime pas. Enfin, je pense que des créateurs peuvent se poser 15 000 questions, et je pense que si on a cette relation, moi demain tu me dis, comme tu dis, on a souvent dans ce cas, je dis je t'avoue que le Clos là, ce produit ça me donne pas envie, et je préfère parler d'un autre, ce que je trouve plus intelligent. Complètement. Mais moi ça m'est déjà arrivé de dire ça à une marque et des marques se sont vexées, hein. Alors qu'il faut pas, parce que finalement, si tu dis la vérité, mais en parlant d'une autre gamme, en fait, si t'expliques le rationnel derrière en fait, ça va pas à mon type de cils, ou ça va pas à mon type de cheveux, ou ça va pas à mon type de peau, tout le monde peut le comprendre. Oui, puis c'est pas mon intérêt même, vous avez la marque de dire, non, j'aime pas ton, enfin, je veux pas parler de ton produit parce que je l'aime pas. C'est juste, il est moche, non. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais ok, donc ça, on est aligné là-dessus. Deuxième, tu m'as dit, t'aimais bien les marques que tu représentais, ça c'est quand même mieux. Ouais, carrément. Que de bosser pour des marques. Mais après, des fois, on n'a pas trop le choix non plus. Enfin, je me dis, il y a peut-être des pillards, des fois, qui se retrouvent en guet-apens dans des marques qui leur plaisent peut-être moins parce que... Tu choisis quand même. Ouais, tu penses? Mais oui, tu choisis ce que tu as envie de faire. Il y a forcément une appétence pour les marques. Oui. Et après, il y a des marques qui ont certaines valeurs ou qui vont véhiculer aussi certains messages, ou alors qui ont des territoires de marques qui sont très différents. Tu vois, L'Oréal Paris va être beaucoup sur l'empowerment des femmes, va être sur le cinéma depuis toujours avec le Festival de Cannes. Il y a des personnes qui vont beaucoup se retrouver là-dedans. C'est une marque qui est sublime, tu vois. Et après, tu vas aller sur un NYX Professional Makeup qui est très Gen Z, qui est très d'actualité, qui est très... Qui prône la diversité, ouais, qui est très... voilà, exactement. Ouais. Cause LGBT aussi, où tu vas pouvoir t'éclater sur des make-up qui vont être ultra colorés. Donc après, c'est un peu toi l'appétence que t'as pour aller rejoindre une marque et partager les mêmes valeurs. Ok. Toi, demain, est-ce que tu irais rejoindre une marque pour laquelle t'as pas forcément d'appétence, mais pour le prestige et dans le CV, tu le ferais? Non, parce que j'ai besoin de m'amuser. Ok. Ouais. Ok, mais parce que je pense qu'il y a vraiment deux écoles là-dessus. Je pense qu'il y en a, ils sont peut-être un peu plus scolaires, mais toi t'es pas du tout dans ça, on en parlait tout à l'heure, qui vont avoir, ça fera bien sur le CV d'avoir, je sais pas, j'ai au pif, Dior, Chanel, Hermès sur le CV, mais que dedans, on vont peut-être s'ennuyer dans ces marques, ou pas, hein, mais du coup, toi t'es vraiment d'abord mon kiff à moi. Après, Dior, Chanel sont des très belles maisons aussi, mais après, il y a plein de choses à apporter aussi. Et tu vois, chaque humain, on en parlait beaucoup, c'est une question relationnelle, mais c'est une question aussi de toi. Qu'est-ce que tu peux apporter à la marque? Alors bien sûr, il y a beaucoup de règles dans certaines marques, parce qu'il y a un certain prestige, il y a une certaine image aussi à avoir. Et puis il y a plein de choses que nous, on peut apporter pour aller un peu plus loin et casser un peu les codes aussi. Ouais, et encore, quoique, moi j'ai déjà discuté avec des personnes de ces marques, et il y en a des fois, tu peux pas, quoi. Tu peux pas casser. Tu peux pas casser, en fait. Tu suis. Et là, je me dis, mais c'est là où j'ai ces discussions avec des fois avec ces personnes où je me dis... mais ça va. Du coup, t'arrives quand même à kiffer ton travail, à t'épanouir et tout. Parce que moi qui ai bossé chez Sephora, ça reste quand même une enseigne quand même assez jeune, assez dynamique, et voilà. J'avais déjà un peu ce côté casser les codes à l'époque. Donc, je me dis, j'imagine moi, Richard, on me met dans une marque hyper un peu institutionnelle, où on doit faire valider tout ce qu'on décide de faire par 15 personnes, etc. Je pense que pareil que toi, j'arriverai pas à suivre. Enfin, ouais. Et après, il y a des personnes qui le seront, tu vois. Oui, bien sûr. Et qui apprécieront et qui auront besoin de cette validation et qui aimeront aussi le prestige de ces très belles marques. Ouais. Oui, ça dépend de la personnalité. Exactement. Ok. Et à contrario, est-ce que tu as un point que tu aimes un peu moins dans ton travail? Ce que je peux moins aimer, c'est quand il y a plein de choses à faire valider à plein de gens. Ok, ouais, on en parlait. Sauf que voilà, quand on a des partis pris, quand on sait ce qu'on a envie de faire, quand l'équipe nous suit, je travaille avec une équipe qui sont ultra motivés, qui sont ultra connectés aussi. Et une fois que eux, c'est un peu ma caution de Gen Z, ils arrêtent pas de me répéter que je suis un peu vieille. Non, franchement. Et à chaque fois qu'ils croient en leur projet, j'y crois aussi. Et voilà, moi, j'aime pas faire valider à 15 personnes après. Ok, t'es assez autonome. Exactement. Et est-ce que t'aimes quand même du coup bien avoir une équipe? Est-ce que t'es plus team je vais plus vite, je vais seul, ou non. je vais plus loin à plusieurs? Non. Je vais plus loin à plusieurs? Ouais, okay. Exactement ça. Moi, j'adore. J'adore avoir... tu vois, manager une équipe, forcément, c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime beaucoup la transmission, tu vois. Alors, je suis un petit peu plus âgée qu'eux. J'ai certaines choses aussi à leur transmettre, mais j'aime la transmission dans l'autre sens aussi. Ce qu'on appelle un peu du reverse mentoring. Et en fait, ils m'apprennent tellement de choses au quotidien. Donc, ça m'aide à pas être dépassée, à rester dans le game. Alors que là, tu vois, on est totalement différents. Je déteste ça, moi. Ah ouais? Oh, moi, je suis vraiment de la team. Je vais plus vite tout seul. Ah non. Alors, je sais, mais je sais pas, mais c'est parce que pour moi...
t'es peut-être un peu plus patiente que moi. Moi, je suis pas quelqu'un de très patient. Et pour moi, ben, d'expliquer aux gens, de les accompagner, de les tenir par la main, je me dis, oh, j'irai tellement plus vite tout seul parce que... Mais en fait, moi, des fois, même dans mon quotidien de créateur de contenu, bah, je dois me faire accompagner. Comme aujourd'hui, vous voyez bien que je suis pas moi qui... Il y a pas ma camarade qui tient toute seule et puis il y a vraiment toute une équipe de personnes derrière. Même pour plein d'autres sujets, même avec l'agence, etc. Des fois, j'aimerais bien tout faire tout seul, mais soit des fois, je peux pas les faire, j'ai pas les compétences pour les faire. Et là, je me dis, c'est fastidieux. Ouais, mais on a besoin des autres. Oui, mais je sais, ben, j'en ai besoin, c'est pour ça que je le fais. Mais j'ai pas ce côté accompagnateur, j'ai pas ce côté pédagogue, j'ai pas ce côté... En fait, parce que je prends pas le temps, je pense. Et puis, vu que je suis pas très patient, bah, si on comprend pas du premier coup, ça va me saouler, je vais le faire moi-même. On m'a pas donné 8 personnes à manager tout de suite. Oui. On m'a donné une stagiaire, après une apprentie, après une autre personne, puis après, hop, ça grandit, quoi. Ouais, même moi, à l'époque, chez Sephora, on m'avait demandé un jour de manager une personne. C'était un enfer. Je n'ai pas aimé. Même, tu vois, d'avoir quelqu'un sous ma responsabilité. En fait, je suis pas responsable trop de moi-même, que je me vois pas, du coup, devoir gérer quelqu'un, l'accompagner. Enfin, je suis très... Même quand j'étais à l'école, j'aimais pas les travails de groupe. Ah ouais? Ouais, je suis très... Ça me surprend, parce que tu vois, quand on te voit autour... Je suis très sociable. T'es très sociable. Mais dans le travail, je suis un peu plus team... je vais aller plus vite seul, je suis plus efficace seul. Ok. Même si j'aime bien avoir plusieurs cerveaux qui vont m'alimenter, mais dans l'opérationnel... C'est toi le boss. Ouais. Okay. Maintenant, on va passer à des questions un peu plus croustillantes. Ah, waouh. Comment choisissez-vous les créateurs de contenu? On va faire 2 points. Par exemple, à qui vous faites du gifting? Parce qu'il y a 2 choses différentes. Il y a le gifting, où ça peut être de la collaboration commerciale, mais où vous envoyez un produit contre ou non une visibilité sur les réseaux sociaux. Et après, on parlera plus du côté où les personnes sont rémunérées. Okay. Donc, par exemple, pour le gifting, comment vous les repérez, comment vous les choisissez? Est-ce qu'il y a vraiment des critères? Après, ça dépend de chaque marque, chaque groupe, chaque personne, je pense chacun a ses critères, mais les tiens, par exemple. Exactement. Et bien, en fait, il y a plein de critères qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que pour un lancement, on prend l'exemple, par exemple, d'un rouge à lèvres. Il y a plusieurs teintes, on va avoir toute une gamme de teintes, donc on va se dire, ok, c'est quoi la cible? Donc, on va déjà bosser avec les équipes marketing en se disant, ce rouge à lèvres, il convient à quel type de personne, quel type de peau. Tu vois, il y a des notions de confort, il y a des notions de tenue. Tout le monde ne va pas rechercher la même chose entre un gloss, un rouge à lèvres longue tenue, une encre à lèvres. Et ensuite, une fois qu'on a cette cible-là, on va se dire, ok, dans le paysage de tous les créateurs de contenu qui existent, du nano. Donc un nano, c'est presque un consommateur. Ça pourrait être, par exemple, ma sœur qui a 1000 abonnés, mais qui poste 3 fois par semaine, qui est hyper engagée sur la beauté. Elle, on pourrait la repérer. On a des outils qui nous aident à repérer du nano, donc consommateur, jusqu'au top influenceur comme toi, comme Sananas, comme... Anas Dickens, enfin comme toutes les personnes aussi avec lesquelles on travaille. Et ensuite, on va échanger avec eux. Il y a toujours une prise de contact. On n'envoie pas un produit si on ne connaît pas la personne. Il y a toujours une prise de contact. Et en fait, à force de prise de contact, d'événements, de rencontres, on se dit « Ah, ils aimeraient bien travailler avec nous, ok. » Et nous, on aimerait bien parce qu'ils matchent les valeurs aussi. Il y a un vrai sujet de « Est-ce que le créateur de contenu va être en adéquation aussi avec nos valeurs et avec ce qu'on veut pour ce lancement ?» Et ensuite, on crée toute une liste de contacts et puis on leur demande s'ils ont envie de recevoir le produit. On n'envoie pas des produits à quelqu'un qui n'a pas envie de le recevoir. Oui, ça c'est bien parce que... Et ça a évolué. Parce qu'au début de l'influence, c'était pas ça. Oui, on envoyait les 47 teintes de fond de teint. Oui, et puis on ne nous demandait même pas. Enfin, on recevait... Moi, je me souviens, à l'époque, je recevais même pas de mail. Enfin, je recevais le mail, mais c'était pas est-ce que tu veux ou pas, c'est tu vas recevoir. Et t'avais pas le truc de dire oui ou non. Et après, je vais pas mentir, au début, bah tu vois tous ces produits que t'as gratuitement, bah oui, c'est plutôt cool. Génial. Bien sûr. Mais après, maintenant, j'avoue que je pense que je refuse 70% de ce qu'on me propose. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai eu le déclic en déménageant. J'ai vu la quantité de produits. Ouais. J'étais en mode, oh, non, la recherche, c'est indécent. Surtout que, malheureusement, dans mon travail, j'utilise souvent quand même le même maquillage, mais je change régulièrement pour tester, parce que moi, j'adore ça aussi. Et j'attends pas surtout que les marques m'envoient. Moi, j'achète beaucoup de produits aussi. Et quand j'ai vu que mon premier déménagement, j'avais 15 cartons de cette taille qui me va là, debout, de maquillage, je me suis dit, là, il y a un problème. Et dans les 15, il y en avait 10 de neufs. Donc, déjà les 19, à partir des associations, donc j'ai donné à des associations. Mais je me suis dit... En fait, là, j'ai eu le déclic, parce que quand tu mets dans tes tiroirs, tu te rends pas compte. Tu vois pas, mais quand tu déménages, t'es là, t'es en mode... Oh, non, c'est abusé. Et puis, j'ai vu aussi, à l'époque, beaucoup de skincare que j'entamais. Et du coup, on m'envoie une nouvelle crème, je veux l'essayer aussi. Tu finis jamais ce que t'as testé. Et j'avais jeté quand même pas mal de produits ouverts. Et ça m'a fait...
J'ai pas l'âme la plus écologique du monde, ce serait mentir de vous dire ça, donc je vais pas vous dire ça. Mais là, ça m'a fait mal au cœur, je me suis dit, là, c'est vraiment du gaspillage. Et depuis maintenant, je fais vraiment attention. Et vraiment, quand la personne qui s'occupe de ça dans mon agence qui me propose des giftings, vraiment sur la liste de 20 giftings, je lui dis oui, il y a 3, genre. Ah ouais. Ouais, vraiment. Les marques que j'aime, avec qui je travaille, où le produit me donne vraiment envie, mais sinon, ouais, 80%. Sinon, tu refuses, toi. Et c'est bien, et il faut le faire aussi. Et donc nous, on a une liste, tu vois, qui est complète, où les personnes vont recevoir régulièrement aussi des produits. Ils en parlent s'ils ont envie d'en parler. Personne n'est jamais forcé, hein. C'est-à-dire que tu reçois le produit parce que tu aimes bien la marque et que tu as dit OK pour être sur la liste et qu'on partage les mêmes valeurs. Après, si le produit ne te convient pas ou si tu n'as pas envie d'en parler, il n'y a pas de sujet pour nous. Et si, là je fais le snake, et si la personne vous lui envoyez le produit mais qu'elle n'en parle jamais, un jour elle partira de la liste. Ce qui est normal aussi. Au bout d'un certain temps. Mais plutôt, on en discute aussi en se disant est-ce que tu veux toujours recevoir les produits ? En fait, c'est toujours ce souci de transparence et d'honnêteté, de dire est-ce que tu es toujours intéressé, est-ce que tu aimes bien la marque ou pas ? Et si la personne, elle nous dit là, je me sens moins, j'aime moins ces produits-là et je me concentre plutôt sur soit une autre marque, soit sur d'autres types de produits, jamais on va forcer les gens. Non, oui, bien sûr. Et puis, comme on le disait au début, votre rôle, c'est de faire rayonner la marque, mais c'est aussi d'amener de la visibilité. Et donc, du coup, c'est bien beau de faire un gifting, 2 giftings, 3 giftings, mais moi, je montre pas tout le temps. Enfin, avant, je faisais beaucoup, c'était l'époque des stories Instagram où on mettait au cadeau et on montrait tous les packaging des produits et tout. Ça, maintenant, je fais moins parce que j'ai l'impression que ça va saouler les gens, mais je vais les utiliser dans mes vidéos sur TikTok ou quoi, et on va voir du coup les produits, mais je vais pas avoir ce côté où on voit les PR packs et tout, ce que moi, je fais moins, parce que je trouve que c'est un peu plus... d'un autre temps de mon avis. Mais oui, à un moment donné, tu peux pas entretenir un créateur pendant 10 envois, lui entretenir le maquillage sans s'assurer une visibilité derrière, parce que derrière, toi, tu as aussi des cases à cocher, et tu as des supérieurs, et même toi, vu ton poste, tu dois aussi... je peux pas juste fournir gratuitement des produits ad vitam aeternam. Exactement, ça a un coût aussi, c'est un coût écologique, on en parlait, donc t'envoies pas 200 boîtes sans être sûr que les personnes ont envie de la recevoir aussi. Et puis le paysage des créateurs de contenu est énorme en France, donc si quelqu'un a pas envie à un moment, il y a tellement de nouvelles personnes aussi qui arrivent, des nouvelles rencontres qu'on peut avoir et qui viennent renouveler aussi ce grand listing. Ok, trop intéressant. Et du coup, pour les collaborations paid, donc là où les personnes sont rémunérées pour faire du contenu pour vous. Comment là les personnes vont être choisies ? Est-ce que c'est un peu sous la même manière ? Est-ce qu'il y a des points en plus, des points en moins ? Il y a des process. Il y a des process parce qu'aujourd'hui on fait les choses très structurées. Il y a aussi des nouvelles lois qui ont été en France, qui ont bien évolué et qui ont permis de cadrer qu'est-ce qui est de la publicité, qu'est-ce qui n'en est pas aussi. Donc aujourd'hui, si on prend un exemple d'un lancement mascara, on va se dire, ok, toujours pareil, c'est quoi la cible de ce lancement ? Est-ce que c'est une cible qui est plus, plus jeune, plus âgée ? Quel type de cible ? Quels sont les messages qu'on a envie de faire passer ? Après, on se dit, ok, quel type de créateurs de contenu peuvent aller avec ces cibles-là ? Donc là, on travaille avec une agence aussi, nous, dans le groupe, qui nous aide à réglementer toute la partie contractualisation aussi. Et donc, nous, on se dit, on a envie de travailler avec tel profil parce qu'ils viennent répondre à telle problématique, soit de peau, soit d'utilisation, des make-up experts, tu vois, on pourrait se dire aussi. Là, on a besoin de Richard qui est vraiment un gourou de la beauté. Après, on aurait besoin, d'une personnalité qui va faire beaucoup de sport parce que tu veux montrer la performance du maquillage qui tient à toute épreuve. Un profil plus lifestyle. Exactement. Donc, on va regarder un petit peu c'est quoi l'univers et comment on veut le mettre en avant. Et ensuite, on va échanger avec le créateur et son agent, s'il y en a aussi. On va établir un contrat. Et puis, signature du contrat que tout le monde aura bien vu. Et ensuite, on va bosser ensemble sur c'est quoi le brief, comment on a envie d'en parler, en laissant toujours une énorme liberté créative aux créateurs. Et ça, c'est un énorme sujet. Et moi, je prône ça aussi, c'est il faut absolument, vous êtes créateur de contenu, c'est à vous de créer du contenu et pas à dire ah bah tiens, il faut que tu fasses ça à telle seconde et après que tu fasses telle application avec tel close-up. Ça n'a aucun sens. On te donne le produit, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ? Quel sujet ? Je pense qu'on l'a abordé au moins 15 fois quand on s'est vu. Enfin, ces sujets des briefs. Dieu merci, jamais avec toi. Parce que justement, tu as ce côté où tu nous fais confiance. Mais parce que tu nous connais. En fait, je pense qu'il y a plein de marques qui font pas confiance parce que justement, ils font pas cet effort relationnel. Et ils nous prennent pour des mannequins des fois. Et après, ça se transforme en panneau publicitaire. Exactement. Et si tu suis un brief, ça va moins correspondre à ta communauté. Et du coup, ta communauté, ils vont se dire... ça va moins correspondre à ta communauté et puis ça va moins correspondre à toi parce que du coup, le brief...
vous l'envoyez, je sais pas, sur une campagne où vous activez 15 talents, bah s'il y a un brief, c'est le même pour les 15. Et donc du coup, tu auras 15 fois le même contenu. Et là, moi, je trouve que ça perd de l'authenticité et de l'influence. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup, oui, maintenant l'influence est plus authentique et tout, mais c'est parce que aussi le business de l'influence s'est beaucoup développé ces 10 dernières années, et je pense que beaucoup de marques, après on va pas leur jeter la pierre, tâtonnent aussi, enfin c'est des nouveautés pour tout le monde, pour plein de choses, et même pour les créateurs, parce que on va toujours dire, oui, c'est aux créateurs de refuser, mais enfin, faut avoir le courage des fois de refuser, parce que t'as une marque hyper prestigieuse qui te contacte, qui te dit, je veux que tu parles de mon produit, mais voici ce qu'il faut dire. Et voici l'argent, parce que c'est un truc à dire aussi, qu'on te propose. Faut pouvoir avoir pas dire le terme, mais les balls de dire, non, je veux pas, non, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Quitte à ce que, derrière la marque se dise, ciao, bisous, bye. Et tu passes à côté de l'opportunité de bosser avec une marque que t'adores potentiellement et gagner de l'argent avec ça aussi. Donc, c'est pas simple, mais je pense que aussi, c'est ça qui fait évoluer les choses, c'est ça qui fait évoluer l'influence, le monde de l'influence, c'est les créateurs qui osent dire les choses et les marques aussi qui sont capables de l'entendre. Ouais, et c'est toujours pareil, c'est une relation de confiance et d'honnêteté. Si tu nous expliques pourquoi t'as pas envie de travailler sur ce mascara et que t'as plutôt envie d'aller... Et surtout pour ce brief. Ouais, et exactement, et sur ce lancement et sur ce brief parce qu'il y a trop d'éléments qui ne te correspondent pas. La marque, elle doit l'entendre, tu vois. Dans aucun monde, la marque ne doit pas l'entendre. Et après, elle se dira, super, il a été hyper honnête. Ou alors, il va nous aider aussi. Nous, parfois, on te fait réagir sur, ça va être ça les lancements de cette année, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et ça nous aide énormément, nous, à comprendre comment on va pouvoir le mettre en avant. Parfois, t'as des produits qui sont hyper simples. Un mascara, faut pas un doctorat pour savoir le mettre. Et 2-3 tips quand même. Mais un fond de teint, un feutre à sourcils, on va avoir besoin de gestes un peu d'experts et de pouvoir aider les consommateurs et du coup vos communautés à pouvoir utiliser. Donc, en fait, même un brief, il faudrait le co-construire ensemble. Mais moi, ça, c'est ce que j'adore. Mais ça vous prend 10 fois plus de temps. Parce que si vous faites à chaque personne son brief, ça démultiplie le temps. Mais après, c'est... la qualité vs la quantité, comme on dit. Mais moi, j'avoue que j'aime bien faire ça, personnellement, quand je le peux, niveau aussi temps, parce que des fois, je vais pas mentir, des fois, il y a des collaborations, des campagnes où je vais prendre le temps de construire le brief, et il y a des choses où c'est assez classique, comme tu dis, un mascara, je vais pas inventer un énième 50e concept pour le mettre et on va faire un truc qui fonctionne bien. Mais moi, j'avoue que j'aime bien souvent faire des calls, des déj, ce genre de choses avec les marques pour pouvoir construire la chose ensemble et pas juste tiens, et moi je fais. Parce que du coup, je trouve que le mot collaboration perd son sens. C'est vraiment... pas une collaboration. Ouais, c'est ça, je fais et j'exécute. Et ça, j'avoue que j'aime moins. Et après, pour vous imaginer un peu le brief, moi, ce que j'aime bien dans un brief, c'est qu'on mette les points clés. Il n'y a pas de scriptage, ça n'existe plus. Enfin, certaines marques, mais moi, je bosse pas avec. Mais en vrai, ça, c'est quand même beaucoup moins fréquent. J'aime bien qu'on mette des points clés. Par exemple, mascara, il est composé à partir de tant d'ingrédients d'origine naturelle, picot en polymère ou brosse en poil naturel, waterproof ou non, enfin des petits points comme ça, moi ça m'alimente aussi, parce que j'aime pas non plus quand on donne rien. Non, il faut. Oui. Il faut que tu saches à quoi il sert le produit aussi. C'est ça. Donc moi j'aime bien des petits points comme ça, puis après c'est plus sur le process créatif où là j'aime qu'on me laisse libre et que j'aime m'adapter soit au trend du moment, soit comment amener la chose. Et là pour moi c'est vraiment les signes d'une collaboration réussie. Et c'est vrai, c'est hyper important. Nous, en tant que marque, on a besoin de transmettre le message, tu vois. Le nouveau fond de teint qui va sortir, ok, il est 30 heures de tenue, il est ultra couvrant et en même temps, il est ultra léger. Et en fait, c'est des éléments qu'on a besoin de transmettre aussi pour que le consommateur et vos abonnés ils soient au courant. Mais après, toute la liberté créative de comment tu as envie de le mettre en avant, comment tu veux l'appliquer, comment tu fais ton full face, est-ce que tu vas au sport et tu montres qu'il est toujours là, peu importe, ça, c'est toi qui sais. Okay. C'est pas la marque. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que les stats... c'est important dans tout ça? Forcément, les stats, c'est important. Et quand on dit stats, c'est qu'est-ce qu'on suit? On suit, tu vois, si tu vas faire une vidéo, combien de views ça a fait? Est-ce que ça engage? Moi, c'est un des indicateurs qu'on va le plus suivre. Ce qui engage, ça veut dire que est-ce que ça a liké? Est-ce que ça a commenté? Est-ce que ça a créé de la conversation? Et c'est ça qui est important. Sinon, en fait, tu tombes dans un panneau publicitaire et dans ces cas-là, tu fais une pub télé. Oui, c'est plus comme avant où il y avait que le nombre de followers qui étaient regardés. Exactement. Aujourd'hui, c'est est-ce que la vidéo que tu as produite avec nous, est-ce qu'elle a engagé? Est-ce que ta communauté y a réagi? Est-ce qu'elle a trouvé ça cool? Est-ce qu'elle s'est dit « génial, le nouveau mascara, il est incroyable » ou peu importe, mais est-ce qu'il y a une conversation qui s'est créée? Dans un sens positif, toujours. Okay. Mais oui, donc les stats restent importantes. Mais il y a différents indicateurs clés de performance qu'on va aller suivre aussi. Et je trouve que, surtout,
Enfin, ça dépend des marques, mais avec toi, j'ai l'impression que c'est pas quand même ce qui fait tout. J'ai l'impression qu'on a quand même, tu fais quand même beaucoup attention à la pertinence de la vidéo. Tu fais quand même beaucoup attention. Enfin, par exemple, c'est pas parce qu'une vidéo, parce que moi, je trouve qu'on a trop la pression des stats, nous créateurs de contenu, parce que on vit grâce au réseau. Enfin, on vit grâce au réseau, on est rémunéré grâce aux campagnes qu'on peut faire. Ce genre de choses, quand c'est notre métier à temps plein, et on se dit, les stats, c'est pas toujours, ça dépend pas de nous. Et donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et souvent, ça dépend pas de nous. Notre vidéo, elle peut être géniale. Et souvent, c'est comme ça que ça arrive. T'es hyper content de ta vidéo. T'es super fier. Et là, ça fait un flop. Et des fois, tu fais un truc. Hop, à l'arrache, machin. Je fais un truc. Et là, ça fait 2 millions de vues. Et puis là, t'as le démon. Genre vraiment. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce que la marque va penser et tout. Je me suis donné pour sa vidéo. Ça a pas marché. Franchement, là, c'est un peu niche, mais je pense que les créateurs qui vont écouter ou regarder ce podcast vont bien le comprendre. On a beaucoup la pression. Et j'en parlais la dernière fois avec Sana, où des fois, quand on voit nos stats, parce que les stats, c'est jamais comme ça. Hein. C'est les montagnes russes. Hein. Et puis l'algorithme, il change et il se passe des choses. Surtout TikTok, j'en parle même pas des autres réseaux, mais TikTok, c'est vraiment un peu les montagnes russes. Et dès qu'on en a pas, ça joue sur notre morale. Est-ce que j'allais te demander comment tu prends, toi, quand les stats sont moins bonnes, que ça soit rémunéré ou pas. Si c'est pas rémunéré, tu dis pas, c'est moins grave. Non, je le vis mal aussi. Star. Je le vis mal aussi, mais pas parce que je me dis oh là là, je suis pas assez vu, je m'en fous ça en vrai. Mais c'est plus en mode je me dis comme on sait que les marques recherchent ça pour travailler avec nous aussi. C'est pas tout, mais ça joue comme tu l'as dit. On se dit qu'est-ce que ça va, j'espère que ça va durer trop longtemps, qu'est-ce que les marques vont penser, je vais peut-être moins intéresser les marques ces prochains temps, etc. et tout. Et en vrai, on a des fois des remises en question. Parce que nous, notre job, ok, il est idyllique, il est très bien d'apparence et tout, et ça, oui, bien sûr, on n'a pas le métier le plus dur physique de la Terre et compagnie, on n'est pas à plaindre, ça, on l'entend, mais on n'a pas un job qui est assuré on en reviendra après d'ailleurs, on n'est pas un job qui est assuré sur la longueur. C'est pas un CDI, quoi. Ouais, exactement. Je sais ce que je gagne ce mois-ci, mais je sais pas ce que je gagne le mois prochain potentiellement. Là oui, mais au mois de juin, je sais pas ce que je vais gagner. Et tout peut s'arrêter aussi. Et tout peut s'arrêter, et ça se trouve je vais flopper et plus rien faire. Donc mais après ça c'est même pas que créateur, quand t'es auto-entrepreneur, hein, quand t'es à ton compte, globalement, on l'a vu pendant le Covid, les personnes qui avaient des commerces qui ont dû mettre la clé sous la porte malheureusement, parce que une pandémie est arrivée, ça a détruit pas mal de jobs. Nous c'est les stats, mais je pense que les personnes qui travaillent dans des commerces ou qui ont leur commerce, c'est des clients quoi, c'est la même chose. Et quand tu vois moins de clients, et comme vous, si vous voyez demain moins d'achats sur vos marques, vous avez le moral en berne aussi. Peut-être moins parce que c'est pas le créateur de la marque. On l'a aussi. Ah, vous l'avez aussi? Bien sûr, mais je veux dire, vous dépendez pas si tu vois que tes ventes, elles chutent à un moment, forcément, ça a aussi un impact sur nous, tu vois, où tu vas dire, ok, comment on se renouvelle, un peu comme vous aussi, où tu vas dire, ta vidéo, elle a pas très bien marché, il y en a 3-4 qui ont pas très bien marché, c'est comment on se renouvelle aussi, et nous, c'est pareil. Bon, après, moi, j'ai un CDI, donc forcément, si c'est pas s'il y a moins de ventes, tu vas être moins payé. Oui, mais au bout d'un moment, s'il y en a vraiment moins et que c'est à cause de moi, oui. Ouais, non, ça c'est sûr. Je serais virée, mais non. Mais oui, non, c'est vrai que nous, on peut mal le vivre, et même après autant d'années que je fais ça, ça peut continuer. Parce que ça restera quelque chose de... Et moi, je trouve c'est triste, mais après, c'est le jeu des réseaux. Les marques font beaucoup attention aux stats, et pas forcément attention à la qualité et la pertinence du contenu, pas tout le temps, mais il y a cette échelle, cette balance quand même. Et on a toujours cette pression un peu constante à se dire, j'espère qu'on va marcher, j'espère que ça va marcher. Et puis à force, quand tu regardes que ça, après, moi je sais qu'il y a 2 semaines, j'ai eu un peu le moral en berne à cause de ça. Après, il y avait eu d'autres choses, mais j'étais un peu en mode TikTok là, je sais pas, ça a moins marché et tout. J'ai un peu pleuré, chouiné vers Karine et tout. Karine, pourquoi ça fait ça? Je comprends pas et tout. Elle me dit, mais non, mais c'est normal, c'est toujours, c'est les montagnes russes en vrai. Et émotionnellement, c'est pas facile des fois à gérer. Là, vous allez dire que c'est l'influenceur qui se plaint. Oui, laissez-moi tranquille, je me plains un petit peu. Tu as le droit. Et quand je me plains avec Karine, après, ça remonte toujours. C'est quand même bizarre. Cette dame doit avoir une boule de cristal, c'est une sorcière. Et après, ça va mieux. Mais ce qui est fou, c'est que je me dis, faut pas que mon humeur dépende de ça. Mais ça joue. Est-ce que tu arrives parfois à en discuter aussi avec la marque? De dire, la vidéo, elle a moins bien fonctionné. Là, c'était sur des contenus organiques. Ok. Mais non, j'arrive pas à en discuter avec la marque encore. Ok. Parce que je sais pas, je trouve que du coup, ça montre que je suis pas ce qu'elle attendait, donc pas bien. Et donc du coup, j'arrive pas à venir me dire, alors que j'ai pas d'ego, mais de venir voir la marque et de te dire, désolé, la vidéo a pas marché, je sais pas quoi te dire.
Enfin, je sais pas, ça me gêne un peu. Ouais, en même temps, tu pourrais te dire, bah, peut-être que ça a pas marché pour telle et telle raison, tu vois. De comprendre pourquoi ça a pas marché, est-ce que... Après, quand il y a des problèmes de brief et tout, ça, je le dis. Ok. Mais après, quand c'est la faute à l'algorithme ou quoi... Et après, on sait aussi comment sont les réseaux. Je vous adore, vous nous faites vivre. Mais dès qu'il y a des publicités ou compagnie, enfin, ça impacte quand même aussi les contenus. Autre sujet, plein de sujets à aborder avec toi. Que penses-tu encore de la pertinence des gros événements? Surtout que toi, t'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup. Du coup, je me dis, est-ce qu'il est en train de remettre en question Non, pas du tout, parce que franchement, je te le dis tout le temps, vous êtes vraiment, enfin, toi et Sarah, vous êtes vraiment les reines. À chaque fois, vous faites des événements incroyables. Mais est-ce que tu penses que... parce que ça coûte énormément d'argent. Je suis vraiment en train de voir ton budget annuel. Mais est-ce que ça mène... Parce que vous, en faisant ça, vous cherchez quoi par rapport à, par exemple, de la création de contenu sur les réseaux, par rapport à d'autres activations que vous pouvez faire dans les médias ou autres? En fait, il faut avoir un bon mix, tu vois. Dans une stratégie de communication globale, il faut avoir, bien sûr, toute la partie où tu envoies des produits pour que les gens ils en parlent, s'ils ont envie d'en parler. On va travailler aussi sur des systèmes de rémunération, sur des lancements spécifiques. On va faire des événements à l'étranger. Moi, je suis sur des marques américaines. Maybelline est à New York, NYX Professional Makeup est à Los Angeles. C'est pour ça aussi que j'ai un peu les meilleures marques où les voyages sont sympas. Donc, tu vois, tu as aussi des événements à l'étranger. Tu as des événements, des gros événements comme on a fait la semaine dernière pour le lancement du rouge à lèvres. Mais tu as aussi des petits événements. On va faire des masterclass où on va vous inviter, où on va inviter aussi des plus petits talents à leur faire découvrir, à leur donner aussi des gestes et à les professionnaliser aussi pour les accompagner. Et après, 1 à 2 fois par an, on va faire un gros événement de lancement. Ça nous permet plein de choses. Ça nous permet d'inviter tout notre squad annuel. Ouais. Ça nous permet d'inviter toute cette pyramide, en gros, de créateurs de contenu. Et ça nous permet d'inviter plein de gens qu'on ne connaît pas. Plein de créateurs. Donc, d'aller nouer pendant le temps d'une soirée, plein de relationnels. Moi, la semaine dernière, j'ai rencontré plein de personnes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça vous sert surtout à faire du relationnel, en fait. Exactement. Et à me dire, mais c'est super, telle personne, très bon feeling aussi avec elle. Elle a envie de parler du rouge à lèvres qui vient de sortir. Donc, comment on peut peut-être co-construire une histoire ensemble. Donc, il faut tout le temps se réinventer. Et c'est là où c'est dur. Parce que quand tu vas faire un événement, il faut qu'il soit intéressant, cet événement. Est-ce qu'il y a assez d'activités pour que les gens ils s'amusent? Pour moi, un événement réussi, c'est un événement où les gens ils restent pratiquement jusqu'à la fin. Tu vois, et la semaine dernière, jusqu'à 1h du matin, c'est moi qui mettais les créateurs de contenu dehors. Oui, non, mais donc, c'est bon. Vous avez de la chance parce que, c'est parce que vous faites du bon travail. On reste toujours jusqu'à la fin. Enfin, ouais. Et voilà, on s'est bien amusé, il faut avoir un bon DJ, il faut avoir des bonnes activités aussi. Voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que cet événement, il était réussi. Mais c'est pas un exercice facile. Parce que nous, on est très exigeants. Jeanne et Sarah dans l'équipe, elles font un travail incroyable. Mais tu peux aussi ne pas penser à certains détails. Il faut avoir un sens dans ce métier qui est accru de tout le détail du moment où le créateur de contenu il rentre à l'intérieur et du moment où il sort, qu'est-ce qu'il aura vécu et qu'est-ce qu'il en aura retenu aussi, tu vois. Okay. C'est ça qui est important. Mais il faut tout le temps se renouveler. Okay. Parce que finalement, toutes les marques font des événements. Oui, et puis tu dois toujours te démarquer. Mais est-ce que du coup, est-ce que n'est pas, comme à un moment donné dans le gifting, à la surenchère de toujours le plus pour impressionner plus le créateur? Et est-ce qu'on tombe pas du coup dans le... Enfin, où est-ce que ça va s'arrêter? On peut. C'est pour ça que nous, il faut aussi se renouveler et se mettre sur d'autres types d'événements ou d'autres types d'expériences. En fait, ce qui est important aussi dans ce métier, c'est quelle expérience on va faire vivre aux personnes. Donc, bien sûr, tu peux avoir un gros événement comme ça. Après, c'est aussi en fonction de ton territoire. Tu vois, je te disais tout à l'heure, L'Oréal Paris est sur le festival de Cannes. Ils ont un défilé, ils ont des événements qui sont très, très forts. Ouais. Mais Maybelline, nous, on va être sur le territoire de la musique. Donc, en fait, on va être sur tous les meilleurs concerts aussi. On a été sur Taylor Swift l'année dernière. Là, on va avoir un énorme concert aussi qui arrive. Donc, c'est comment on va être sûr d'être sur le bon territoire pour parler aussi de nos produits. Et c'est pas juste être sur le bon concert. En fait, Maybelline, pour le coup, on parle souvent de performance produit chez nous. Oui, et en fait, c'est ta performance de A à Z. Tu fais ton show de musique, tu vas faire ton show de Taylor Swift. T'arrives à 18h et t'as chanté pendant 3 heures. T'as hurlé partout. En fait, ton make-up, il a pas bougé. Et c'est ça qui est important aussi. C'est comment on allie ton territoire avec ton bénéfice aussi produit et ton image de marque tout court. Donc, je comprends ton point. Ça peut très vite être la surenchère. Et ça, c'est le travail de notre équipe, de tout le temps se réinventer, de qu'est-ce qui va intéresser sans l'événement comme l'année dernière. Oui, j'en fais pas un tous les mois et l'équipe... C'est lequel l'année dernière de la semaine dernière, pardon. Ah, la semaine dernière, oui. En plus, on avait eu 2 rapprochés, là, en plus. La fête foraine à l'intérieur. Oui, on a eu Face Glue, le lancement du primer. Hilarant. Face Glue, en fait, je me dis, mais où vous allez chercher ces idées? L'équipe.
Ah ouais, mais Sarah, franchement... Victor et Elise et tout, franchement, ils sont top. Il faut avoir la meilleure équipe pour ça. Il faut des gens qui pensent complètement en dehors du truc. Le primer, c'est une base de teint, elle est fixatrice, et là, cet effet collant, elle ressemble à une petite glu. Quand ils sont venus me voir en me disant, on a fait un énorme mur, et du coup, tu vas t'habiller avec un truc, et tu vas sauter sur un trampoline et te scratcher la tête dessus. Hilarant. Mais j'avais jamais vu ça. Enfin, et c'est là où je me dis, oh waouh, les marques, elles se... Enfin, et c'est pas tout, hein, mais là, cette marque se creuse la tête, genre... Ouais. C'est pas juste on loue un hangar et on met quelques produits géants et un buffet. C'est vraiment, il y a vraiment une vraie réflexion derrière. Et bah, tu vois, ça fait vraiment partie des événements où tu vois, j'aime aller. Parce que moi, je m'en souviens, et où j'aime aller parce que au bout de 10 ans de ce métier, je vais pas faire la personne un peu blasée, mais je vais moins courir les choses, tu vois, mais ce qui est normal, je pense, comme tout, enfin, c'est comme dans n'importe quel boulot, enfin, vous voyez bien, bon, je suis pas Lady Gaga, mais Lady Gaga, elle court moins toutes les cérémonies, elle va plus forcément aux VMAs, aux Grammys, aux machins et tout, parce que elle l'a fait quand elle était plus jeune, maintenant elle se réserve aux vrais trucs. Elle va choisir ce qui l'intéresse. Je suis pas là, mais... J'aime bien la comparaison. Ouais, toujours Lady Gaga. Et, mais du coup, moi, c'est un peu pareil. Maintenant, je vais... parce que pour plus garder mon temps pour autre chose, pour travailler, pour faire d'autres choses, ou bien pour garder du temps pour moi. Mais je sais que ça, c'est le genre d'événement que je rate pas parce que je sais qu'on va s'éclater. Et aussi parce que vous êtes là. Parce que du coup, je sais qu'on va passer un bon moment. Et c'est pas juste en mode oui, coucou, ça va. Ah bah attends, je reviens vers toi plus tard. Et puis, on se dit ça toute la soirée avec tout le monde. Et il n'y a pas de... Ouais, puis c'est un peu guindé, tout ça, je peux plus, genre. Moi, les trucs comme ça, après, des fois, il le faut, selon les marques, selon l'image de la marque, je l'entends, mais du coup, je trouve que, en fait, moi, je me dis, un bon événement, c'est quand je me rends pas compte que c'est un truc pro. Ouais, quand tu t'amuses, et quand on s'est amusé ensemble. Quand on s'amuse, quand on finit par danser, par boire beaucoup d'eau, et par faire des jeux par-ci par-là. Enfin, je trouve que c'est ça qui est vraiment un événement réussi. Et moi, j'adore aussi, mais ça, je sais que vous en faites pas trop, les dîners, les déjeuners, les trucs un peu intimistes, ça, j'adore. Ok, je prends le brief. Parce que du coup, je trouve que ça, tu te sens... Enfin bon, je fais un peu la pique-me, mais tu te sens privilégié par rapport à la marque, et puis surtout, en dehors de faire la pique-me, tu peux vraiment discuter. Même si pendant l'événement, on essaie quand même de discuter, mais bon, voilà, vous avez 200 personnes à parler. Enfin, vous pouvez pas prendre le même temps pour tout le monde, ce qui est bien normal. Mais un dîner ou un déjeuner où on est 10-15, on a vraiment le temps de parler, d'échanger avec les produits. Mais après, ça, on le fait en dehors de vraiment faire des dîners officiels. On se fait des trucs entre nous. Donc on a des karaokés, ouais, punaise, on s'est enflammé sur Diams. Là, c'est le moment où Clotilde va avoir les poils qui vont s'hérisser. Ton salaire. Est-ce que tu ressens parfois de l'hypocrisie de la part de créateurs afin d'être bien vu ou pour obtenir certaines choses? C'est une bonne question, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Parce que c'était tout le sujet avec Sana, c'est pour ça. Est-ce que je ressens de l'hypocrisie? J'ai envie de dire non, parce que... Je suis super surpris. Ouais, non, mais parce que avec mon équipe, on a un peu une croyance et une règle de on travaille uniquement avec des gens qu'on aime bien. Et en fait, on l'a dit tout au début du podcast, il y a une question d'humain. Et en fait, si on écoute aussi son intuition, on sait, tu vois, avec qui ça se passe bien, ou si on a une bonne intuition aussi. Et nous, on est assez cash et transparente en tant que marque, donc dans cette équipe, avec vous. Et c'est ce qu'on demande à l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on va être assez cash dans les questions. Est-ce que t'aimes bien le produit? Est-ce que le brief, il est trop briefé? Et inversement, donc au plus on va échanger et se poser des questions ensemble et nouer ce relationnel, au mieux on saura. Après, j'imagine qu'il y a peut-être des personnes qui nous disent oui, j'adore le produit, ou ah, je t'adore, et c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais en fait, comme dans tout métier. Et ça, tu te poses pas trop la question? Non. Ok. Je me la pose pas trop parce que je pense que... t'es très détaché, t'es très développement personnel, tu t'en fous de ce que les gens pensent de toi. Mon rêve. Là, c'est faux. Je m'en soucie quand même de ce que les gens pensent de moi. Mais en fait, si t'es dans une relation de transparence avec les personnes, et si tu ressens les choses aussi, et si t'es sûr que en fait, la personne avec laquelle tu travailles, on partage les mêmes valeurs, l'hypocrisie, il y en aura pas. Ok. Punaise, à moi, tu vois, dans mon point de créateur, mais j'en vois tellement. Après, j'imagine bien qu'il y a des personnes, parce qu'ils ont envie de travailler avec nous, qui en font un peu des caisses, tu vois. Oui, mais ça, tu l'as jamais frappé? Non. Ok. Et puis après, cette bonne guerre, si t'as vraiment envie de travailler avec nous, on montre que t'as envie. Et puis comme nous, parfois, je vais me plier en 4 pour certains créateurs en me disant oui, c'est vrai, en vrai, je veux vraiment travailler avec toi. Oui, c'est le jeu. Et voilà. Mais après, si c'est sincère, quoi. Exactement. C'est ça, c'est qu'une question de sincérité. C'est sincère, parce que des fois, t'as justement l'hypocrisie des gens qui vont venir faire des caisses, mais qui... juste pour l'argent, tu vois, pour ce que ça peut leur apporter, ou pour l'image que ça peut apporter derrière, tu vois. Et ok, mais c'est là où le point que tu disais, c'est que il faut que ce soit des personnes que t'aimes bien.
Ça, c'est important. Et c'est pas que moi, j'aime bien aussi qu'ils marchent avec la marque. Oui, voilà, c'est ça, les valeurs. Enfin, voilà, je ne suis pas qu'une extension de la marque, je représente la marque et les valeurs des 3 marques pour lesquelles je travaille, mais il faut que les valeurs déjà matchent entre la marque et moi, et après entre le créateur, la marque et toute mon équipe aussi qui va gérer les créateurs et le relationnel. Donc c'est un travail aussi d'alignement entre tout le monde, de bien s'assurer que dans l'équipe, avec la marque, avec le créateur, on soit aligné. Parce que c'est ce qu'on disait avec Sana la dernière fois, c'est qu'on trouve que des fois c'est justement certains pillards, en fait c'est vraiment que du copinage, et ils vont faire travailler des profils qui n'ont rien à voir avec la marque, qui n'ont aucun lien, qui ne partagent pas les valeurs, qui ne partagent rien, mais juste c'est ma copine, c'est ma copine dans la vraie vie, où il s'aime bien, où il est fan avant de faire ce métier, de la personne sur les réseaux, et là du coup je veux, c'est pour assouvir ce truc en mode je veux te faire bosser sur mon truc du coup. Chez nous c'est pas comme ça, enfin tu demandes à n'importe qui dans l'équipe, bien sûr on noue des relations, on avait fait un karaoké ensemble qui était... Non mais ça bien sûr, mais c'est pas, mais ça s'est fait au fur et à mesure. Exactement. C'était pas directement, Non, et puis encore une fois tu te ramènes aussi à c'est quoi la marque, c'est quoi le lancement, qu'est-ce que t'as envie, donc forcément peut-être que sur un lancement fond de teint on va collaborer ensemble, et puis sur un mascara on collaborera pas ensemble parce que tu le voulais pas, ou alors parce qu'on se dit on va aller chercher d'autres types de profils, donc on peut pas travailler toujours aussi avec les mêmes personnes, et du coup... Ah non mais ça c'est pas le sujet, ça bien sûr, notre but, parce que justement quand on disait, putain, qu'est-ce que je la cite, elle aurait dû venir là, quand on disait avec Sana, c'est que notre but c'est pas d'être partout, mais c'est juste que des fois, tu vois des profils, tu te dis, c'est pas juste, mais où tu te dis, à un moment donné il y a eu beaucoup ça, il y a 2 ans, toutes les marques de beauté voulaient bosser avec des profils images luxe mode. Pas vous, ça vous concerne pas trop vous, mais il y avait eu ça, et où on se disait, mais en fait, pas en mode pourquoi ils méritent pas ou quoi, mais en fait c'est juste que ça va toujours dans un sens. La beauté s'est pliée un peu vous voulez les profils mode le plus premium, luxe, image, mais la mode vient jamais chercher l'inverse dans la beauté. Donc en fait... c'est intéressant ce que tu dis. Et du coup, tu vois, je me suis dit, en fait, eux, c'est tranquille pour eux, ils ont la belle vie et trop bien pour eux, je vais pas aller dire non, tu mérites pas ou quoi, c'est pas ça. Mais en mode... Mais après, ils en sont revenus aussi. Je pense qu'il y a eu un truc où... Il y a eu un peu ce truc où on veut tester. Beaucoup de marques testent tout le temps. Et maintenant, ils en sont revenus. Maintenant, je pense qu'il y a plus un équilibre où il y a des profils images, des profils experts, des profils lifestyle, ce genre de choses. Mais tu vois, demain, pour vendre Moulinex, ils vont pas prendre moi qui fais du make-up, tu vois. Donc pourquoi pour vendre un rouge à lèvres, ils vont prendre une personne qui, je sais pas, parle de chaussures toute la journée. C'est un bon point, et je pense que tout dépend aussi de la stratégie de la marque et de quelle image tu as envie de donner. Et on en parlait tout à l'heure, c'est important pour chaque marque aussi, tu vois, chacun a ses territoires de marque aussi différents. Nous, on travaille dans la beauté, on ne peut pas se passer des gourous qui font la pluie et le beau temps sur la beauté, tu vois. On a besoin aussi d'être validé par des profils comme le tien, et aussi d'être invalidé, tu vois. Tu pourrais me dire, ce produit, il ne me va pas du tout. Et encore une fois, j'apprécierais que tu le dises. Et Sana, à côté, elle pourrait dire, en fait, moi, je l'adore, il est trop bien. Donc, je pense que c'est important, tu vois, d'avoir le bon mix entre les personnes qui correspondent à ta marque. Et quand tu es dans la beauté, tu peux pas te passer des gens de la beauté. Ouais, mais à un moment donné, il y avait presque ça. C'était presque que des profils images, que des profils premium, premium. Rien à voir, parce que tu es premium aussi. Moi, je suis très premium. Dernière question. On entend souvent dire que l'influence est un métier hyper éphémère. Ça fait déjà quand même 15 ans que ça dure. C'est marrant, ouais. Est-ce que, ton avis là-dessus? C'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé ma petite carrière il y a 10 ans, c'était très communication, tu vois, on était attachés de presse, c'est pour ça venait de ça, aussi le côté RP. Et après, c'était les débuts de l'influence. Et donc moi, j'ai pris un peu ce virage-là, et j'entendais tous les mois en me disant, à l'époque, c'était des blogueurs. Donc il y avait les blogueurs, il y avait le blog de Betty, et tout le monde. Après, c'était les youtubeurs, c'est là où vous êtes arrivés. Et après, il y a eu Instagram, TikTok, et en fait, il n'y a pas eu une année où on m'a dit, ça va s'arrêter. Ouais, bah oui. Genre, ça serait intéressant que tu ailles faire autre chose parce que ça va s'arrêter. Et en fait, non, parce que tout évolue et la société évolue aussi. Mais pourquoi tu penses que les gens disent ça? Parce que les gens comprennent pas, je pense, le côté très digital et l'évolution que ça a. En fait, ça va tellement rapidement, la technologie a tellement changé, les réseaux sociaux aujourd'hui. TikTok, il y a 5 ans, on l'avait pas. Et je sais même pas. Mais je crois qu'on l'a. C'était le début. Voilà, c'était le début et les filles dansaient dessus. Donc, ouais.
C'est tout. Qu'est-ce et on regardait ça en se disant, mais jamais de la vie on l'utilisera. Maintenant, il n'y a pas un jour où je passe pas 1 heure sur TikTok aussi. On méprisait TikTok, mais même nous en tant que créateurs, on disait en mode, mais non, mais jamais. Et au final, exactement. On a tous craqué. Donc tu vois, et ça évolue. Et je pense que dans 3 ans, on s'en reparle, on revient ici et on se redit la même chose en se disant, ça n'a plus rien à voir. Ce qu'on faisait il y a 3 ans n'est pas ce qu'on fera, aussi à 3 ans. Très vite. Ça évolue extrêmement vite. Et c'est ça qui est passionnant dans le job aussi. Et c'est ça qu'on adore. On travaille plus avec les mêmes créateurs de contenu. Et vous parlez plus des mêmes choses. Vous avez plus les mêmes moyens de communication non plus. Donc, ouais, mais est-ce que du coup, c'est pas une course effrénée aussi, quoi? Parce que c'est ce que je me disais. Et là, de nouveau, là, aux minutes moins, préparez-vous. Je me disais, quand on a commencé, 2014 pour ma part, on faisait une vidéo YouTube par semaine. On faisait 2 photos Instagram dans la semaine. Il n'y avait même pas les stories à l'époque. Et aujourd'hui, il faut à titre personnel, une vidéo YouTube par semaine, 2 TikTok par jour, 3 posts Instagram par semaine, des stories tous les jours sur Instagram, des stories tous les jours sur Snapchat, le podcast, les collabos. Et je suis toujours là, seul. J'ai pas un 3e Richard. Et en fait, je me dis, après ça c'est encore une autre question, mais je me dis, est-ce que vous, du côté marque, parce que toi t'as vécu aussi l'évolution, et donc du coup il y a plus de canaux, est-ce que du coup le rythme de travail est plus soutenu? Et je pense que oui, et je pense que c'est pour ça que les équipes communication ont beaucoup plus grandi rapport au début, il y a 10 ans. Mais arrêtez de nous rajouter des réseaux. Ça a beaucoup changé, et après comme tu l'as dit, en fait ça évolue, donc il y a des choses où on a mis moins l'accent dessus, tu vois, même dans un mix de médias qu'on utilise, aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes. Et la place des réseaux sociaux a beaucoup augmenté. Donc, en fait, comme ça a beaucoup augmenté, soit les équipes ont augmenté, soit d'autres canaux ont un peu diminué. Donc, en fait, on vient remettre la force là où aujourd'hui, ça marche aussi. Mais après, ce que tu dis, c'est qu'il y a un rythme effréné dans lequel il faut faire très attention. Toi, en tant que créateur, nous, en tant que marque aussi, t'as une espèce d'hyper-connexion tout le temps. Parce qu'en fait, je vois même mon équipe, ils sont tout le temps connectés. Bien sûr, on est en réunion la journée, on fait plein de choses, on s'amuse aussi. Donc, c'est cool. Et après, le soir, on peut échanger avec vous. Et en fait, le soir, on est aussi sur les réseaux et on va se dire, attends, il y a ça qui est intéressant. Ou attends, j'ai vu tel profil. Ou elle a parlé de ce rouge à lèvres. Trop bien. Donc, il faut faire extrêmement attention aussi à l'utilisation des réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. De limiter aussi un peu en se disant, il y a des moments où son téléphone, on peut le mettre loin. C'est dur. Et on peut faire autre chose. Surtout que c'est ce que tu vas bientôt faire. Exactement. Ouais, non, mais c'est parce que quand c'est ton travail, les réseaux, parce que on est tous beaucoup sur nos téléphones, mais je pense que quand t'es comptable ou t'es infirmier, t'es pas sur les réseaux pendant que tu travailles, normalement. Mais en tout cas, nous qui bossons dans la communication, même si on n'est pas dans la même partie, on y est tout le temps. Et je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre le pro et le perso. Et que on peut toujours tout mélanger. Même moi, je me souviens quand je bossais chez Sephora à la com, pareil. Je bossais toute la semaine là-dessus. Toutes je faisais mes journées de travail normales. Mais le soir, pareil, je continuais à aller sur le groupe WhatsApp avec mon équipe. Oh, regarde, j'ai vu ça, je te screen. Oh, machin. Ouais. Ah, mais j'ai eu ça comme idée. Et aujourd'hui, je le vois, c'est toujours pareil. Je me dis, j'essaye de plus travailler après 19h et le week-end aussi. Mais en vrai, c'est complètement faux. Genre, je vois toujours des trucs, je me dis, et tous les 4 matins, je discute avec les filles et je dis, oh là là, j'ai 36 trucs, j'arrive pas à manger. Pas que j'aime pas, j'adore être blindé de choses parce que moi ça me rassure et je suis très productif donc j'aime bien. Mais j'aime bien un peu des fois être un peu comme un petit bébé puis qu'on me dise mais non t'inquiète pas ça va aller. Donc des fois je suis un peu en mode oh là là, j'arrive plus à gérer, il y a 36 trucs et tout. Puis en plus les filles, pour vous, elles comprennent pas donc elles me disent d'ailleurs t'as aussi ça. Elles vont pas justement comprendre un truc de baby ou ça. Mais non ça va aller Richard, t'inquiète. Et donc du coup je suis encore et puis après, 1 heure après je vais dire mais au fait, j'ai ça comme idée, on préfère ça comme nouveau projet, ça c'est génial. T'es pire que tout, Richard. Et puis là, les filles me disent, tu te fous de nous? Tu pleures que t'arrives pas à gérer déjà ce que t'as et tu veux rajouter des choses. Mais c'est parce que, je pense que le problème c'est qu'on aime tellement ce qu'on fait. Je pense que quelqu'un qui aime pas ce qu'il fait, il travaille pas le soir. Il va pas aller faire de la veille, il va pas aller te screener, t'envoyer sur le groupe ou quoi. Il va pas te trouver des nouveaux trucs. Je pense que le problème c'est que, on aime tellement ce qu'on fait que on s'épuise, je pense, aussi en même temps. Ouais, il faut être très vigilant à ça aussi. Comme tu disais, t'es tout le temps connecté et à un moment, il faut réussir à prendre un peu de distance et toi encore pire dans ton job parce que tu dois tourner, tu dois monter. Là, il y a le podcast. Après, tu recommences. Mince, il y a un brief d'une marque. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et heureusement, tu as une équipe formidable qui t'accompagne au quotidien. Ouais. Mais ouais, parfois, il faut réussir à se détacher de son téléphone et c'est tellement dur. Et savoir dire non. Et savoir dire non. Ouais. Ça, c'est encore un autre level, ça. On a tendance à vouloir tout faire, mais ouais. Bah oui, parce que on a un peu... Moi, j'ai un peu la FOMO. Fears of missing quelque chose.
Out, merci. En gros, t'as peur de rater quelque chose, donc t'as toujours le truc de bah non, mais je veux le faire, on sait jamais, tu vois. Déjà, soit la peur de rater quelque chose sur le moment, ou aussi bah, de rater une opportunité, tu vois. Et l'année dernière, j'ai eu beaucoup ça, et mon objectif cette année, c'est de plus dire non pour me privilégier moi. Te protéger aussi un peu. Me protéger, puis me privilégier moi, et de me dire, bah, en fait, je peux pas travailler sur 305 jours dans l'année. Enfin, même si j'adore ce que je fais et je le ferai avec plaisir, et même si on a qui considèrent toujours pas ce qu'on fait comme un travail et vont dire oh là là, les pauvres influenceurs. C'est un métier. C'est vraiment un métier. Croyez-moi, je me lève à 6h30 du matin comme tout le monde qui travaille et je me couche à 23h. Et même pendant tes vacances, tu postes, tu continues, oui, tu non, mais bien pas, sûr. Donc, des vacances ne sont même pas des vacances aussi. Non, non, exactement. Et puis quand la dernière fois, je l'ai vu sur les réseaux, j'ai dit j'ai pris une semaine de vacances, ça m'a fait trop du bien et tout. J'ai reçu des messages. Comment ça, nanana, mais attends, t'es en vacances toute l'année, tu fais juste des photos et tout, mais... Et là, après, en vrai, d'un côté, j'ai pas envie d'en vouloir aux gens, parce qu'en fait, ils ont eu cette image... Ils connaissent pas les backstage. Exactement. Aussi. Mais pour moi, justement, quand tu connais pas un métier, bah tu le juges pas. Mais comme c'est un métier qui est nouveau, il y a beaucoup de jugements et c'est compliqué. Oui, puis ça a été amené de alors plein de mauvaises manières. Alors qu'il y a plein de monde, il y a tellement de backstage, je regarde toutes les personnes qui sont là aussi oui. pour t'accompagner et les gens voient pas forcément ça derrière. Mais oui, et il y a plein de... Et je pense que ça a été démontré, le métier des réseaux, de plein de mauvaises manières aussi. Donc maintenant, les gens ont ces idées-là où en mode on est à Dubaï et on se fait des selfies sur Snapchat et on va après sur un jet ski. Ce n'est pas ma vie. Et exactement. Je ne me rêvais même pas en vrai, franchement, que ce soit ma vie personnellement, parce que ça me ferait chier. Mais... Et en plus, c'est un métier qui aujourd'hui est réglementé. Il y a des lois, il y a beaucoup de choses aussi, tu vois. Oui, exactement. On fait plus ce qu'on veut comme à l'époque, même si ça a toujours été un minimum cadré. Là, aujourd'hui, effectivement, oui, c'est vraiment, vraiment bien réglementé. Ok, ben on a fait un peu le tour, hein, wow. Franchement. C'était trop intéressant. C'est vrai, on aurait pu continuer. Est-ce que toi, tu as des petites questions ou non, ça va Je peux avoir des questions. Qu'est-ce que tu te poses parce qu'en vrai, on se parle souvent quand même, mais en tant que métier à métier, c'est ça qu'on se pose pas. Enfin... Est-ce qu'il y a alors, sans citer des marques, mais est-ce que tu as déjà vécu des situations, tu vois, dans le cadre de collaboration commerciale ou dans le cadre même d'événements où tu es parti, qui ont été compliqués pour toi? Ou alors, qu'est-ce qui peut être compliqué? Qu'est-ce que tu refuses, tu vois? Si là, tu dois faire passer un message à toutes les marques, comme on est des dessous de l'influence, qu'est-ce que tu leur dirais que tu veux faire ou pas faire? En fait, faites-moi confiance. En fait, si vous venez me chercher, vous venez me chercher pour qui je suis. Essayez pas de me modeler. Essayez pas de me... Enfin, je dis pas, hein, si ça ne vous va pas, mais allez voir quelqu'un d'autre. En fait, je suis pas un mannequin. C'est ça qui diffère du mannequinat, de l'influence, c'est que vous nous cherchez pour notre influence. Et l'influence, on l'a de notre personnalité et de ce qu'on fait. Donc si tu me prends moi, mais pour faire ce que fait Pierre, bah va voir Pierre, tu vois. Et moi, ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai du mal et où on me fait pas confiance. Surtout quand, après première collaboration, j'entends. Mais quand ça fait 1 an on bosse ensemble et que tu veux toujours... Après, ça, je sais que c'est un grand combat. Petit message que je passe à vous aussi. Les previews, moi, ça me... Explique ce que c'est une preview aussi. Oui, une preview, en gros, c'est quand on a une collaboration entre la marque et le créateur et qu'on doit faire un TikTok, par exemple, pour mettre en avant un produit. Bah, en gros, je dois juste faire valider la vidéo à la marque avant de publier. Et donc ça, en fait, t'aimes pas faire. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais en fait, c'est que c'est un timing qui m'est enlevé, que je dois prévoir, tu vois. Tu dois encore plus anticiper. Bah, c'est ça. Je dois anticiper et 90% du temps, c'est good. Donc en fait, je me dis, oh là là, c'est temps perdu. Mais après, je peux comprendre, parce que vous devez être rassurés aussi. Mais ça, c'est vraiment un truc où je me dis, franchement, les marques qui acceptent de pas le faire, c'est un bonheur. Les marques qui acceptent de pas le faire, c'est un bonheur. Mais bon, en vrai, franchement, ça va. En vrai, je me suis habitué. Maintenant, c'est devenu tellement la norme. Avant, ça l'était pas. Quand c'est arrivé, on a tous fait la gueule. Maintenant, en vrai, c'est devenu la norme. Et en vrai, pour du contenu feed, je comprends. Pour les stories, j'avoue que j'aime bien le côté spontané et moins faire valider. Mais le contenu feed, je comprends. Et après, pour tout ce qui est événement, ben, il n'y a pas de truc que je veux pas faire. En vrai, franchement, je suis assez ouvert à tout. Enfin, en vrai, je suis assez sociable. Je suis quand même toujours là. En vrai, et moi, c'est donnant-donnant. C'est ça le truc. Moi, je veux faire quand on me donne... Enfin, c'est un échange. Genre, quand je sens que la marque, je suis pas l'un parmi tant d'autres. Mais ça, c'est un petit problème aussi, en dehors de... T'as envie de te sentir privilégié aussi? Non, pas privilégié, mais de me dire... tu vois, la marque, elle est vraiment
contente que je sois là. Genre vraiment, je suis pas juste un parmi les 200 qu'il y a là, tu vois. Ok. Je sais pas comment qu'il y ait une l'expliquer. attention aussi. Ouais, je sais pas. Enfin, moi, j'aime bien bosser avec des marques quand il y a un échange, il y a de l'humain. Moi, c'est ça, tu vois. Je pourrais dire non à des trucs où il y a vraiment genre zéro humain, où c'est vraiment que. Enfin, moi, ça compte beaucoup. Ok. Et c'est pour ça que je soigne beaucoup mes relations aussi avec les personnes dans les marques et tout, parce que ça compte vraiment pour moi. Je trouve que c'est ce qui fait que notre métier est quand même un peu plus cool que uniquement juste répondre à des mails ou des appels, quoi. Ce qui fait ta force aussi. Ah ouais? Non, ça va alors. Et j'ai une dernière question. Il y a 10 ans, tu m'as vendu une palette Urban Decay Ok. en me disant que c'était la meilleure palette. Aujourd'hui, tu me vendrais quelle palette? Pas les turbadiqués. Ça, c'est une chose qui est sûre. Rest in peace. C'est encore venu en France? Un peu, je crois. Ah ouais? Je sais pas. Bon. Qu'est-ce que je te vendrais aujourd'hui? En palette? Mhm. Palette, j'avoue que je dis plus grand chose, hein. Enfin, moi je suis plus maintenant fard liquide, fard un peu crème et tout. Bah, qu'est-ce que tu me vendrais alors? Oh là là. Attends, non, je vais te... Un seul produit? Attends, vas-y, je te dis mon top 3 du moment. Ok. Ok, global, maquillage. Moi, c'est sourcils, c'est très important. Donc, je dirais le feutre sourcil NYX. J'utilise tous les jours, je l'adore. Il est génial. Bon, j'ai besoin de te le vendre. Non. En bonus, le gel à sourcils Sephora il est génial. Ok. Sephora Collection. Le fond de teint Idol Ultra Wear de Lancôme. C'est encore celui que j'ai mis aujourd'hui, il est génial. Ok. Et... Allez, on va dire un produit... On a fait un peu les yeux avec ça, on a fait ça. Et pour les lèvres... Crayon MAC, on en a parlé tout à l'heure. Ou les Ils sont Lip vraiment Ivy bien. de NYX. Les nouveaux Lip Ivy sont bien aussi, ouais. Les nouveaux Lip Ivy de NYX. J'avoue que j'ai pas mis aujourd'hui, je les mettrai peut-être prochain épisode. Mais voilà. Ok, c'est ce que tu me vendrais demain. Ouais. Bon, en tout cas, là, c'est mon top en ce moment, quoi. Ce que je mets tout le temps. J'adore. Ça va, c'est validé. C'est validé. Bon, bah, trop bien. Je suis trop content d'avoir fait ce petit épisode avec Moi toi. aussi. Merci, Richard. Ça va, t'as pas la goutte de sueur? Pas du tout. Non. Ça Pas va, du c'était tout. cool en vrai. Bah oui. C'était chill. Et puis c'est un métier qui nous passionne tous les deux, donc Ouais. c'était intéressant. Non, je trouve que c'est intéressant, puis même à vous qui nous écoutez, de comprendre un peu plus ce que c'est aussi l'influence, parce que je pense que tout le monde doit se poser plein de questions, mais comme moi, des fois, je me dis, mais comment ça se passe avec les chanteurs, les acteurs, comment c'est fait en backstage et tout. Donc, je trouve que c'était hyper intéressant. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai adoré ce moment avec toi, Clotilde. C'est partagé, merci Richard de m'avoir accueilli. Avec plaisir. J'attends les petits commentaires. Si vous avez d'autres questions, je viendrai faire un tour dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions sur l'influence, les dessous, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme d'habitude, vous abonner, etc. Et puis, qui sait, peut-être qu'on se retrouvera pour un autre épisode ensemble. J'ai bien aimé ce petit épisode Avec ensemble. plaisir, quand tu veux. À venir co-host. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.